Salut les astronautes, on se retrouve en extérieur à la tombée de la nuit, tout simplement parce qu'on va attendre un petit peu donc, que la nuit tombe. Je voulais vous parler d'un sujet qui m'a un petit peu suivi là tout au long des vacances, c'est la pollution lumineuse. Donc écoutez, on se retrouve juste après le générique, on en reparle. Alors, pollution lumineuse. Qu'est-ce qu'on entend par pollution lumineuse? Pollution lumineuse, c'est, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être un petit peu les poussières en suspens qui se trouvent dans l'air ambiant et qui sont éclairées par un petit peu l'éclairage, les lumières environnantes, les choses comme ça. Les nuages de haute altitude qui nous enquiquinent un petit peu, qui peuvent réfléchir un petit peu qui peuvent être noctulescents, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Mais la plupart de ce qu'on appelle la pollution lumineuse, c'est effectivement donc les éclairages urbains. Alors, pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes que j'ai tournées, en farfouillant chez mes parents, je suis retombé sur ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un filtre qui ne se fait plus. C'est un filtre LPR de chez Celestron. Pour information, c'est la référence numéro 941-26A. Donc un filtre LPR pour Light Pollution Reject. Donc il va rejeter la pollution lumineuse. On va partir déjà sur un constat. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est une onde électromagnétique. Elle fait partie du spectre électromagnétique. Qui va donc des rayons gamma jusqu'aux ondes radio, à la louche. Là-dedans, la lumière visible ne représente qu'une infime partie. Elle est caractérisée, donc la lumière visible, par une longueur d'onde qui s'exprime donc en nanomètres, et la lumière visible, donc la lumière couvre donc de 400 jusqu'à 800 nanomètres. À la louche, c'est ça. Alors oui, désolé, il y a un petit peu de vent. S'ils sont un peu pourraves, c'est de la faute du vent. Quoi qu'il en soit, malgré le vent, qui est une autre source de pollution, mais ça on verra plus tard, la pollution lumineuse, elle est assez embêtante. Elle est assez embêtante, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, elle va nous gêner quand on va faire des photos. C'est-à-dire que le fond de ciel, si on est dans un milieu qui est très pollué par la lumière, Petit raccord sur la vidéo du jour. Quand je parle de sites particulièrement pollués en termes de pollution lumineuse, il y a un moyen très simple d'aller vérifier quel est le niveau de pollution lumineuse de votre site en question, c'est d'aller consulter les cartes de l'AVEX. C'est une association en fait qui répertorie la pollution lumineuse en France, en Europe, etc. Donc je vais vous mettre une capture d'écran de la région lyonnaise. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on peut en dire? On peut en dire, quand on regarde de manière très générale donc la carte de France, le code couleur est quand même assez parlant. C'est-à-dire que plus vous allez avoir une couleur vive, donc jusqu'au blanc, on va aller jusqu'au blanc, vous avez un ciel de plus en plus pollué, c'est-à-dire que vous allez voir de moins en moins de choses. Sachant qu'en ville, on atteint ce qu'on appelle, on utilise ce qu'on appelle l'échelle de Bortle. Bortle, je ne sais pas comment on le prononce, enfin bref, voilà. C'est pas impossible de faire de l'astrophoto en ville,
on va en parler, ça se fait donc avec des filtres particuliers qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Mais le fait est que, voilà, le problème, c'est que quand vous êtes dans un environnement qui est très pollué, effectivement, le fond de ciel a tendance à monter très vite. Qu'est-ce qu'on entend par fond de ciel qui monte très vite? C'est-à-dire que le fond de ciel va devenir de plus en plus gris clair. Alors, en temps normal, le fond de ciel n'est jamais noir total, mais on est plutôt sur un gris foncé. Donc plus vous êtes dans un environnement qui est pollué, qui comporte des éclairages, si jamais la qualité de votre ciel n'est pas bon parce que vous avez un pic de pollution, comme je disais comme je le marquais en début de vidéo, le vent, si jamais le vent ne chasse pas vraiment ces particules en suspension, ça peut vraiment nous créer des choses très désagréables. Et donc en fait, on va vraiment se retrouver avec un fond de ciel qui va pas être comme d'habitude, qui va être un petit peu plus clair, et donc en fait on va avoir beaucoup plus de difficultés à tirer un maximum de nos prises unitaires. Donc c'est vrai que c'est dérangeant, ça va nous occasionner des gros problèmes au niveau du traitement. Voilà, ça peut, je ne vais pas dire que ça peut mettre complètement KO une séance photo, mais ça peut quand même grandement nous enquiquiner pas mal. Donc voilà, allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo et on se retrouve plus tard si jamais il y a d'autres trucs à rajouter. Salut! Avoir tendance à monter très vite et ça va nous gêner en fait quand on va vouloir prendre un objet en photo, un objet diffus, une nébuleuse, une galaxie par exemple, parce que c'est quand même pas super brillant. Donc en fait, si vous posez longtemps, vous allez effectivement capter votre signal, mais vous allez aussi faire monter le fond du ciel, qu'on ne veut pas vraiment, très vite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait se dire, et d'ailleurs c'est ça l'idée d'un filtre anti-pollution lumineuse, est-ce qu'on n'aurait pas moyen de réduire cette montée du fond de ciel? Oui, si, c'est possible, sous certaines conditions. Je m'explique. Si vraiment on schématise la plupart, si vraiment on va dans le schéma très très simpliste des éclairages publics, on va considérer qu'il y a 3 catégories. Une qui, depuis 2015, est strictement interdite, c'est les lampes au mercure. C'était des lumières jaunâtres qui flashouillaient la gueule. C'était facile à contrer. Après, on a eu donc les lampes au sodium. Elles sont caractérisées par une lumière plutôt jaune-orangée, assez simple aussi à gérer. Par contre, maintenant, de par les évolutions technologiques et la problématique d'écologie, de plus en plus de municipalités et de villes se tournent vers l'utilisation de lumière LED. Certes, effectivement, écologiquement, ça consomme que dalle. Par contre, pour nous, c'est légèrement beaucoup très chiant. J'explique pourquoi je dis ça. Les deux autres types de pollution, d'éclairage urbain qu'on avait, c'était des lumières colorées. Donc elles avaient une longueur d'onde précise. Là, avec les LED, on éclaire avec un éclairage blanc. Alors, qu'est-ce que la lumière blanche? Eh bien, la lumière blanche, c'est l'intégralité du spectre. Donc, c'est-à-dire, ça couvre de 400 jusqu'à 800 nanomètres. C'était donc ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, c'est là qu'on comprend qu'on ne peut pas faire de filtre qui va nous supprimer tout de 400 à 800 nanomètres. À ce moment-là, vous bouchez le tube du télescope et ça reviendra au même. Non. Donc, ce qu'on peut faire, c'est effectivement essayer de trouver des alternatives. Donc, pour ça, il existe donc différents types de filtres. Vous avez des filtres... alors, moi, c'est un filtre d'ancienne génération. Les LPR ne se font plus. Celui-ci, malheureusement, il ne se fait plus. Mais il marchait... Il était réputé pour marcher très bien à l'époque. Et effectivement, je l'ai testé là, même si effectivement, j'ai pas beaucoup de pollution lumineuse ici. Je l'ai testé, ça marche effectivement pas trop mal. Alors, si on regarde ce qu'on appelle les courbes de transmittance, celui-ci en fait va venir couper tout ce qui est aux alentours du jaune orangé.
Ça tombe bien. Ça tombe bien. Ça nous coupait donc les lampes à vapeur de mercure et ça nous coupe les lampes au sodium. C'est très bien, c'est pas mal. Par contre, effectivement, ça n'a absolument aucune incidence sur tout ce qui va être, LED, comme je l'expliquais tout à l'heure. Les remplaçants des LPR, enfin, ce que je qualifie de remplaçants, c'est ce qu'on appelle les filtres UHC, Ultra High Contrast, ont des courbes de transmittance relativement proches. Donc en fait, ils permettent d'augmenter grandement le contraste. Et c'est vrai qu'effectivement, on gagne quand même pas mal en détail. Votre objet du ciel profond va beaucoup plus ressortir et le fond de ciel en fait va avoir tendance à monter beaucoup plus doucement. Ça, c'est pas mal. Ensuite, dernière catégorie de filtres qu'on peut utiliser contre la pollution lumineuse. Là, attention, c'est pas une mince affaire. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est ce qu'on appelle des filtres à bande étroite. Donc le plus courant, le plus classique, c'est le filtre H-alpha. Le filtre H-alpha, en fait, il ne va laisser passer que une longueur d'onde précise, c'est-à-dire la longueur d'onde qui correspond au H-alpha. Alors qu'est-ce que le H-alpha ? Le H-alpha, c'est la couleur qui est retranscrite, enfin voilà, que laisse passer l'hydrogène quand il est ionisé une première fois. H-alpha, il y a une deuxième longueur d'onde pour une autre ionisation de l'atome d'hydrogène qui est le H-bêta, mais ça on n'en parle pas. Il est beaucoup plus marginal celui-ci. Donc voilà, on peut utiliser donc ces types de filtres-là. Ça reste des solutions qui font leurs preuves. Par contre, elles ont quand même un léger inconvénient. Ce léger inconvénient, c'est que forcément du fait qu'on va réduire la plage de lumière qui peut rentrer dans le filtre. On va parler comme ça. Vous avez moins de lumière qui rentre dans le filtre. Donc pour faire ressortir du détail, il va falloir poser plus longtemps. Ou alors faire beaucoup plus de pauses. En gros, c'est ce à quoi je suis arrivé comme résultat et en farfouillant un peu de partout sur le net, c'est un peu ce que je trouve. Va falloir multiplier le temps de pause par 2 ou le nombre de pauses par 4, à quelque chose près. Voilà. Pourquoi 2, pourquoi 4 ? C'est tout simplement dû au fait que le bruit augmente en fonction de la racine carrée, enfin bref, je vous mettrai les détails parce que là je m'en mêle un peu les pinceaux. C'est la fin des vacances, ça commence à piquer un peu. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est qu'effectivement ces filtres, ça marche très bien. Ce sont des bonnes alternatives. Par contre, après, rien n'empêche de mettre aussi d'autres choses en place. Là, ça n'a pas grand-chose à voir avec les filtres à proprement parler, mais c'est plus en fait une question de logique. Si jamais vous préparez une soirée et que vous voulez sortir de chez vous, par exemple, admettons, vous êtes comme moi, vous êtes un provincial, vous habitez vers Lyon, voilà, désolé les parégos, c'est pas que je vous aime pas, mais bon, je caricature légèrement. Vous habitez dans Lyon, bah, vous êtes un peu, si vous regardez, tiens d'ailleurs je vous mettrai le lien vers les cartes de l'AVEX, vous verrez, Lyon, Paris, Marseille, enfin bref, les grosses agglomérations, c'est vraiment tout blanc, c'est-à-dire que vous ne voyez que dalle. Enfin, si, vous voyez quelque chose, mais pas grand-chose, quoi. Si jamais vous voulez sortir un petit peu de tout ça et justement profiter un petit peu des ciels à la campagne et tout, admettons, vous voulez pointer quelque chose qui est plein sud. Pourriez-vous dire, bon, alors je sais que si je vais à tel endroit, alors pour ceux qui connaissent, allez, on va dire, vous voulez shooter quelque chose plein sud, vous êtes à Lyon, pourriez-vous dire, bon bah écoute, là moi je vais partir, je vais aller un petit peu dans les monts du Beaujolais, ça ne devrait pas être trop mal. Non, mauvais plan. Je m'explique. Si vous voulez shooter au sud, donc vous avez votre lieu de shoot horizon sud. Si vous montez au nord, donc vous allez vous trouver avec Lyon qui va être sur votre sud. Vous allez être gêné. À ce moment-là, mieux vaudrait
toujours, si vous voulez pointer quelque chose au sud et que vous êtes à Lyon, moi je vous conseillerais plutôt d'aller dans le Pilat. Comme ça au moins vous aurez Lyon mais au nord de vous, donc vous serez moins gêné, etc. etc. C'est ce genre vraiment de petit raisonnement qui peut vous orienter un petit peu à choisir tel ou tel site. Alors, je ne vous dis pas qu'on fait des miracles, mais c'est vrai qu'effectivement, ça permet quand même d'aider. Donc, moi, j'ai fait mes petits tests avec celui-ci. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le test que j'avais sorti d'ailleurs en vidéo pour l'étude de la ZWO. J'étais arrivé, sans filtre, à une exposition maximum d'1 minute 30 à gain 135. Je crois que c'est ça. Je crois que c'était ce que j'avais noté. J'ai refait des tests là en début de vacances, avant le temps pourri et maintenant le temps qui se dégage, forcément normal, c'est la fin des vacances. J'ai été agréablement surpris. Pas de lune, pas trop de vent quand j'ai fait mes tests. J'ai shooté au zénith sans trop de nuages et sans trop une zone sans trop d'étoiles, de façon à vraiment pouvoir distinguer un petit peu le fond de ciel, comment est-ce qu'il allait monter. Ouais, je suis assez content du résultat. Ouais, je peux monter. J'ai pas fait à tous les gains que j'avais sélectionnés. Je suis juste resté à gain 0, et à gain 0, je peux déjà monter à 4 minutes. Donc après, voilà, c'est une question de compromis. C'est-à-dire que forcément, vous allez pouvoir poser plus longtemps pour obtenir plus de signal. Oui, après, il faut que la monture soit capable de suivre. Honnêtement, 4 minutes avec la NEQ5, sans autoguidage, je précise, et sous condition de vent que j'ai eu, ça tient, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas un pet de vent. Et encore, je pense que sur la terrasse où je suis, il ne faut pas trop que je bouge. Sinon, ça crée des vibrations. Après, oui, si vous avez une Q8, oui, là, 4 minutes, les doigts dans le pied en marche arrière, les yeux bandés, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, après, c'est vraiment en fait une question de compromis. À vous de voir ce que vous pouvez, le mieux que vous pouvez tirer de votre monture, de votre matériel. Allez pas me chercher du 4 minutes avec une Q3.2. Déjà, le Q3.2 en photo, je ne dis pas que c'est impossible, je l'ai fait pour preuve. Mais c'est pas forcément le top du top. Donc voilà. Écoutez, pour cette vidéo, c'était très rapide. Je ne suis pas rentré dans les détails, pour la simple et bonne raison que je prépare plusieurs vidéos sur les filtres. Parce qu'en fait, c'est tout un vaste sujet. Alors, il y a déjà beaucoup d'Astram qui ont fait des vidéos là-dessus. Il y en a, ça part vraiment dans les détails. Et bon, vous commencez à me connaître, hein. C'est pas vraiment vers ça que je m'oriente. Moi, je veux vraiment que ce soit compris de tout le monde. Donc, on va aborder des trucs qui vont peut-être être un petit peu compliqués, mais vous inquiétez pas, je vous expliquerai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, quoi qu'il en soit, bon visionnage les Astram, bon ciel si vous regardez et que vous avez du ciel dégagé. Moi, j'y retourne, hein. Et puis, écoutez, on se voit plus tard. Ciao!